Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur H24 dans Parole d'expert, votre émission qui nous permet de revenir sur l'actualité, de la décrypter, de l'expliquer, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit culturelle. Et aujourd'hui, elle est culturelle puisque on va essayer à l'occasion du ciel et non seulement en faire un petit bilan très rapide, ce salon du livre qui a été délocalisé à Rabat. Beaucoup avaient... allez, hein, ça avait fait couler un peu d'encre du fait que ce salon avait été délocalisé à Rabat. Quel est le résultat de ce ciel? Et surtout, revenir comme chaque année, on en parle comme chaque année, de savoir où en est-on de l'édition du livre au Maroc, que ça soit en arabe, que ça soit en français ou que ça soit dans d'autres langues, où en est-on des droits d'auteur, où en est-on du niveau de lecture de nos jeunes et moins jeunes ici au Maroc. C'est de ça dont on parle dans Parole d'expert. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fedwa Miss, qui est journaliste, autrice, scénariste. Ça y est? Je garde des choses pour moi. Ok, c'est là, on le découvrira après. Et si Hassan El Kamoun, qui est président adjoint de l'association des libraires indépendants du Maroc, parce qu'il y a des libraires indépendants. On va vous expliquer ce que c'est qu'un libraire indépendant. C'est un concept qu'il faut appréhender. Mais merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur ici sur le plateau. Je ne sais pas si ça tient à cœur de beaucoup de monde derrière. J'espère que oui. Moi, je pense que oui. Voilà. Mais c'est ici, il faut essayer de comprendre pourquoi ce livre, parce que je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais comme cette émission, je la fais quasiment tous les ans après le salon du livre, on est à chaque fois sur les mêmes constats et j'en ai un peu marre d'être sur les mêmes constats à chaque fois. Mais là, on va essayer de voir si tout cela avance et est-ce qu'on a d'autres informations sur le secteur du livre. Alors, très rapidement, on revient sur le ciel. On ne va pas faire une émission pour parler que du ciel, mais juste, vous y avez été nécessairement. Comment ça s'est passé cette année avec une édition qui a été délocalisée à Rabat? Ça avait fait grincer des dents en disant « Ah, mais pourquoi on va à Rabat ?» etc. Finalement, ça s'est plutôt pas mal passé, hein, même en termes de communication, même en termes d'emballage, etc. C'était quand même un peu mieux qu'à Casa. C'est en tout cas ce qui en ressortait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette année, c'était une édition parfaite. Vraiment, c'était parfaite. Une édition très, très réussie sur tous les secteurs. Au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation, au niveau de la propreté, de l'hygiène. Et au niveau de la fréquentation aussi, puisque on a eu 316 000 visiteurs, je lis le chiffre. Hein. Soit 32%, oui. Plus sur l'édition dernière, etc. Il y avait aussi une grande réussite au niveau de l'animation culturelle que je trouve très, très, très parfaite, vu la pointure des auteurs, la pointure des intervenants, des conférenciers, des auteurs, des artistes, etc. C'était vraiment génial. Alors aussi, je voulais le dire, je devais participer à un panel, j'ai pas pu pour des raisons personnelles extrêmement joyeuses, mais la manière avec laquelle, c'est la première fois, hein, c'est vraiment la première fois au niveau du ciel, où on reçoit une invitation, où on est contacté, et le process aussi, c'est important de le dire, hein, le process mis en œuvre pour appeler les intervenants, les plannings, l'organisation de la logistique, franchement, pour moi, c'était nickel, et moi, j'avais jamais vu ça avant, mais après, on va revenir, ça c'est pour la point de vue organisation, parce que je sais que Fedwa, elle n'est pas d'accord sur tout, mais c'est normal. Maintenant, ça, c'est la partie organisation, logistique, je pense que là, on est tous d'accord que c'était nickel. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, pas du côté des journalistes, parce que moi j'ai rencontré des journalistes qui, par exemple, pour avoir le badge, devaient forcément passer par le ministère, c'est-à-dire partir jusqu'au ministère avant de récupérer leur badge. Alors qu'on aurait pu tout simplement, comme d'habitude, mettre quelqu'un avec des badges presse sur place et tout ça. Mais ou digitalisé, ou digitalisé. Mais ça reste de l'ordre du détail sur le plan, encore une fois, des logistiques. Moi, j'ai beaucoup apprécié les navettes gratuites qui a ramené tous les gens à... Parce que ça reste quand même excentré. Oui. C'était les deux précédentes éditions, c'était quand même assez loin pour Monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, ça explique aussi la fréquentation qui a augmenté, qui a explosé. C'est les navettes gratuites qui transportaient les gens du centre-ville, des différents points du centre-ville vers
vers le salon. Et moi, je pense que c'est très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à Casa Pora. Donc, on va dire, on va pas... bon point sur la logistique, sur l'organisation, même s'il y a des petits détails. Mais bon, ça, c'est le timing. C'était très, très important pour le flux, pour les visiteurs. Parce que les dernières éditions étaient au mois de juin. Oui. Alors qu'on connaissait que les universités, les institutions, etc., elles sont en période d'examen. Oui, tu as le bac, tu as le truc. Nous, en tant que professionnels, etc., on a suggéré le timing au ministère qui a entendu. Cette année-là, il a pu organiser au mois de mai. C'était magnifique. Donc, c'était la période adéquate. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'enveloppe, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe ou à l'intérieur du bouquin. Comment, aujourd'hui, ça nous fera venir au vrai sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marché du livre. Là, c'est intéressant d'avoir une autrice et d'avoir la librairie, parce qu'il y a la partie... c'est-à-dire que quand on est libraire, on est un commerçant, mais pas seulement. Exactement. J'imagine bien, et c'est qu'on est un commerçant et on vend le produit culturel. Je ne veux pas dénigrer d'autres commerçants, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, voilà, on vend le bouquin d'une manière assez particulière. Au niveau du salon, est-ce que dans les contenus qui ont été traités, dans la manière avec laquelle ça a été mis en avant, est-ce que là aussi il y a eu une nouveauté? Est-ce qu'on a mis le doigt sur les vraies problématiques aussi du livre? Parce que ça aussi, c'est ce qu'on va aborder. Comment ça s'est passé? Il y a eu des tables rondes, il y a eu de l'échange, que ce soit sur la manière de faire des livres, sur les différentes étapes de réalisation. Ça existe, ça se fait chaque année. Maintenant, est-ce qu'il y a des retours derrière? Est-ce que les recommandations sont écoutées et sont prises en compte? Je ne sais pas, je ne pourrai jamais savoir. Tout à l'heure, tu disais justement que le budget de la culture est tellement minime et qu'il couvre toutes les disciplines artistiques et intellectuelles. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas de film. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais sur tout ce qui est présentation, livre, représenté, artiste et écrivains reçus, invités, moi, je pense que la programmation est très bien. Qu'elle était riche, qu'elle s'ouvrait un petit peu sur d'autres disciplines artistiques. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu d'autres formes artistiques. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce que j'ai apprécié, sincèrement, je vais peut-être faire un peu de compliments et un peu de promotion à l'association des libraires indépendants du Maroc, c'est qu'ils se sont investis contre les livres piratés. Et pour moi, c'est l'une des forces de cette... On arrive sur un sujet qui est extrêmement important, parce que de toute façon, après, là, on va parler du livre. Exactement. Et on va parler de ce qui bloque aussi, parce que là, c'est très bien. Là, on a dit du bien du salon, et c'est encore une fois, moi, je le soulignerai aussi à point de vue personnel, parce que, bien entendu, il faut que des événements comme ça aient lieu. À mon avis, il faut qu'il y en ait des dizaines plus petits et plus régulièrement. Un gros Barnum, c'est très bien, mais des plus petits, c'est un truc. Par contre, on va mettre le doigt là, par contre, sur les choses qui ne vont pas, parce qu'il y en a un paquet. 80 librairies au Maroc. Ouais. Écoutez bien ce chiffre. 80 librairies au Maroc. Alors, le vrai chiffre, c'est 87. Et vous allez nous expliquer que vous en avez enlevé 7 du décompte parce qu'ils faisaient justement du piratage et des trucs comme ça, donc vous les avez enlevés. Et dans les 80, vous avez des catégories parce qu'il y a celles qui sont vraiment de vraies librairies très achalandées, d'autres un peu moins, etc. Vous vous rendez compte du ratio que ça fait? Ça fait une librairie par, 450 000 habitants, un truc comme ça. Une librairie, 450 000 habitants. Ce sont des chiffres, moi, qui me font pleurer. Alors, le piratage, est-ce que, avant qu'on parle de tout le reste, de l'appétence à lire, est-ce que le piratage, c'est un vrai souci, aussi bien pour les œuvres comme pour la musique, aussi bien que pour le cinéma à l'époque, on a eu les DVD, etc. Maintenant, avec les plateformes, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est un vrai souci pour le Oui, exactement. Vous avez mis la main sur la plaie. Donc, le piratage, c'est un phénomène, c'est un problème, c'est un cancer très, très dangereux qui va finir par tuer l'industrie culturelle au Maroc. Ça, c'est sûr. Donc, s'il n'y a pas une réponse de la part du ministère de la tutelle, par le gouvernement, etc., donc,
dans 10 ans, peut-être 15 ans, les 80 librairies seront 10 ou bien 20. Ils seront des librairies pour le plaisir et non pas pour faire promouvoir pour la culture, etc. Donc le phénomène de piratage, il a commencé ici au Maroc en 2012. Par hasard, j'étais à Paris en 2016. J'ai été présent dans une conférence présentée par Olivier Aristide, le directeur de la centrale de l'édition. C'est bien lui qui a les statistiques de l'exportation du livre de le monde francophone, etc. Donc j'étais dans la salle. J'avais de la chance pour assister à cette conférence qui était spécialement était spécialisée dans l'export des livres français vers le Maroc. Et j'ai vu le chiffre, j'ai vu les différentes thématiques, catégories de livres exportés au Maroc, etc., etc. Et le monsieur qui a présenté cette conférence s'est posé la question. Il a dit, voilà, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au Maroc. Donc, le chiffre d'importation du livre au Maroc, donc elle a baissé de 22 millions d'euros à 16 millions d'euros. Je ne sais pas à quoi il est déjà ce qui est déjà un tout petit marché. Bon. Je ne sais pas, il a dit à quoi il est dû cette baisse emblématique, etc., du chiffre d'affaires du Maroc en matière d'importation du livre français. Après la conférence, on a donné la parole à la salle et je me suis intervenu pour expliquer au monsieur que c'est à cause du piratage. Alors, le piratage du livre, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Une photocopie? Oui. On relit? Exact. On met même, il y en a même qui sont bien faits. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des bouquins. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Et après, c'est quand j'ai ouvert, c'était un peu tordu. Mais toutes les pages étaient un peu tordues. Et ils me le vendaient à 15 dirhams. Mais un libraire se rend compte très rapidement. Bien sûr. Tu ne peux pas distinguer ici pour la fabrication ici au Maroc. C'est clair, de vue, de loin, qu'il est piraté, etc. Mais pour le livre piraté, importé, notamment de l'Égypte, tu ne peux pas distinguer si Mais vous avez quand même débusqué un stand égyptien au salon qui... Mais comment ? Ça veut dire que c'était pas si bon que ça, finalement. Oui, exactement. Malheureusement, le fameux stand F32 qui était en face de mon stand, librairie de Paris, F17, etc., il était juste en face de moi. Donc, j'ai vu que les livres ne sont pas corrects, etc. Je me suis déplacé, j'ai pris des livres, je les payais, j'ai eu la facture du stand, etc. Je me suis reposé, j'ai pris mon ordi, etc. Je rentre dans la base de données d'Hélicom pour ne pas... Voilà. Donc, je dois m'assurer à 1000% pour ne pas... Voilà. Pour relever ce problème, ça serait très, très dangereux pour l'administration du salon, pour les éditeurs arabes, etc. C'était pas facile. Donc, je suis abonné à une base de données qui a 3 millions d'articles français, qui s'appelle Dilicom. Donc, je suis rentré, j'ai pris le livre, le titre, etc. On m'a donné l'image, on m'a donné toutes les caractéristiques du livre, etc. La longueur, la largeur, le poids, le nombre de pages. Là, vous vérifiez vraiment que l'objet livre correspond à ce qui est le distributeur, etc., etc. Donc, toutes les informations nécessaires sur le livre sont là. Donc, alors, juste pour la faire courte, c'est au sein même du ciel, non, mais c'est très bien, il a été débusqué, justement, vous avez bien fait de le faire, on se rend compte que c'est un marché. Donc, si des gens se permettent d'arriver, et non seulement en plus sur un salon comme le ciel et de vendre, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Donc, ça, c'est aussi ça. Il y a un enjeu financier. Il y a un enjeu financier, sinon il prendrait pas le risque. En parlant d'enjeux financiers, on va faire le lien, encore une fois, avec 80 librairies au Maroc. Quand on est auteur, quand on est autrice, on fait ça quoi? On fait ça juste pour le plaisir? On fait ça... Oui. Quand on est au Maroc, on fait ça d'abord parce qu'on a envie, parce qu'on aime écrire et partager des choses, des histoires, et qu'on a envie de rencontrer son public, justement. Et le problème, c'est que déjà, on n'a pas idée sur le nombre de gens qui nous lisent. Et ça, c'est dû à autre chose. C'est l'opacité des états de vente. Il y a très peu d'éditeurs qui acceptent de nous envoyer des états de vente, ou alors il faut vraiment insister, voire menacer. Mais chaque auteur a besoin de savoir qu'il est lu par un certain nombre d'auteurs. Mais est-ce que le marché marocain ne suffit pas? Mais même quand on est... Alors justement,
Au Maroc, si on fait 1000 exemplaires vendus, c'est un best-seller. Ah oui, c'est un best-seller. Alors, quand on fait 3000, 4000, on est... Là, on parle de francophone. Et là, on parle de francophone, effectivement. Et en plus, on parle de francophone. C'est pas les mêmes chiffres. Maintenant, sincèrement, pour avoir connu et interviewé aussi des auteurs arabophones, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux, c'est-à-dire qu'il y a une opacité totale sur les états de vente. Donc, ils écrivent, ils reçoivent des commentaires, des revues de lecture et tout ça, mais 0 point de bilan de la part de leur éditeur. Donc, ils ne savent pas. Sinon, s'ils ne sont pas invités justement par le ministère en général, eh ben, tous ces auteurs que vous voyez dans le salon, ils y vont vraiment pour l'amour de la rencontre avec leurs auteurs. Ils payent leurs déplacements, leurs défraiements, leur hébergement, et ils le font vraiment pour le plaisir. Au Maroc, comme dans beaucoup de pays arabes, on ne vit pas de son écriture, et donc du coup, effectivement, on le fait pour le plaisir de créer. Comme il y a des chanteurs, des artistes dans la musique qui font ça pour le kiff. J'en sais quelque chose, voilà. Alors, vous, libraire, comment vous gagnez votre vie? Est-ce que c'est pas avec les romans, alors? Alors, par contre, il y a une nuance. Oui. Il y a des romans marocains, il y a des romans étrangers. Oui. C'est-à-dire qu'un libraire, il vend aussi du roman étranger, soit venu de France, soit d'autres pays, soit des romans arabophones qui viennent d'ailleurs et qui peuvent être mieux vendus, mieux commercialisés. Alors, moi, je veux savoir, parce que ça, encore une fois. Oui, exactement. Parce qu'on est au Maroc, et le Maroc, il est unique au monde. D'un point de vue des langues, d'un point de vue de la perception sociale des langues, d'un point de vue de... Voilà, alors un livre en arabe classique, et je pense qu'il va être aussi moins lu qu'un livre en français. Les livres en darija, non, alors j'ai peut-être une idée reçue. Les Marocains sont d'abord arabophones. Non, d'accord. Oui. Et ils lisent plus. Non, arabe classique ou darija? Non, arabe classique. Bon. Ça n'existe pas, la darija en littérature. Khobz Hafi, c'est le premier que j'ai lu en darija. Ah, c'est le darija. Ah, si. C'est de la darija un peu... En tout cas, c'est pas reconnu comme darija parce que les éditeurs sont opposés. Pour vous dire que c'est le seul que j'ai pu lire et comprendre. Eh ben, les éditeurs sont opposés à la publication de darija. Ça, c'est un débat, un autre débat, darija en littérature. Mais moi, je ne serais pas opposé à des livres en darija, mais carrément en darija. Maintenant, beaucoup d'éditeurs militent contre ça. Darija, bon, là, une petite parenthèse, ces derniers temps, j'ai imprimé, j'ai édité un livre en darija pour Mohamed Mdlaoui à l'association Zaboura. Donc, cette association, elle opte pour l'enseignement de darija, etc. Donc, moi, j'ai édité ce livre, j'étais contacté par l'association grâce à un auteur, un ami, Khalil Mgharfaoui, qui m'a contacté pour éditer ce livre-là. On l'a bien vendu, vraiment, on l'a bien vendu. J'imagine. J'ai été sollicité par pas mal de lecteurs sur Agadir, Marrakech, Rabat, etc., Casa. Donc, il y a un filon, alors je vais prendre le niveau business, mais il y a un filon, il y a une appétence pour le bouquin en darija. Oui, il y avait aussi un dictionnaire en darija qui était fait par la même association. Et voilà un autre livre sur la darija Maroc. Donc, ces livres-là, moi, je les ai en stock, je les ai vendus toutes. On m'a contacté de 4 coins du pays, voilà, pour chercher. On a des chercheurs qui cherchent sur la darija du Maroc, etc. Une fois, j'étais contacté par un monsieur de Dubaï. Voilà, je lui ai envoyé le livre, le dictionnaire, etc. C'était très, très cher sur DHL, etc. Il m'a dit, voilà, que moi, je vais assumer la somme. En plus, il m'a envoyé, voilà, j'étais très, très bien rémunéré. Il m'a envoyé... Donc, ça veut dire que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, ça aussi, la question de langue est importante, parce que je suis allé chercher des chiffres aussi, mais un peu dans le monde. Dans le monde arabe, c'est aussi qu'on va peut-être expliquer est-ce qu'on lit suffisamment ou pas, et notamment en arabe, on publie près de 1650 livres par an. Je vous lis des chiffres, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si on prend rien que les États-Unis, c'est 85 000 nouveaux livres qui sortent chaque année. Est-ce qu'il y a On parle de quel livre, en fait? Livre arabe. De romans, de romans. Non, c'est pas possible. Littérature. C'est pas possible. Rien qu'au Maroc,
je pense que dans les chiffres de la Fondation Al Saoud, elle fait état de beaucoup plus, de 3 000. 3 000 livres par an. Livres, toutes disciplines confondues. Oui. D'accord, mais moi, le chiffre me paraît très minime. D'accord. Ok, parce que c'est compliqué d'avoir des chiffres. Hein. Moi, je me dis. Non, alors, c'est voilà. Justement ça, c'est toute une question, parce que les statistiques justement sont coûteuses et très très souvent, ce sont des. Alors, la Fondation Al Saoud est quand même une fondation indépendante. Alors, ce sont des chiffres, alors je dis quand même, parce que c'est important, ce sont des chiffres qui ont été annoncés par le comité de l'édition auprès du Conseil national suprême de la culture d'Égypte et qui ont fait une étude consacrée à la demande des livres dans le monde arabe. Voilà. Je vous dis, voilà. Je suis sceptique. Je vous dis d'où vient le chiffre, comme ça... moi, je voudrais dire une chose. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, de quoi vivent les libraires? Ouais. C'est une question très importante, etc. Pour vous dire, nous sommes des librairies trilingues. On vend du livre anglais, on vend du livre français, et on vend du livre arabe aussi, les livres de droit, etc. Donc, on est très, très bien achalandés. Voilà, on a toutes les catégories d'âge dans la librairie, toutes les disciplines, etc. Mais le gros morceau par lequel on vit, c'est presque 50 à 55% viennent du scolaire. Du scolaire. Donc, les 45% qui restent, avant, on était habitué à recevoir comme ça des bons de commande, on s'émission dans des marchés des livres, des facultés, des universités, des bibliothèques, etc., publiques, etc. Mais il y a une dizaine d'années, on n'a plus accès à ce privilège-là. Donc, ce sont les importateurs des livres, ce sont les éditeurs qui interviennent et qui vont directement... La vente directe au dernier consommateur. Plus d'intermédiaires. Voilà. Non, mais oui. Moyen de librairie, on fait une remise à l'État. Un éditeur, un importateur qui fait une remise à l'État. Comme quoi, l'État a besoin de cette remise-là de 30% pour... Mais c'est la faute à l'État. Oui. Comment l'État se permet d'acheter directement chez l'éditeur alors qu'elle est en charge quand même des libraires et elle est censée les soutenir et tout ça. Donc, faire de la vente directe, et que ce soit par l'État ou par d'autres institutions, c'est vraiment un crime vis-à-vis des libraires. C'est ça qui les pousse à fermer au bout de quelques mois. Exactement, soit parce que tout d'abord, on est une chaîne de livres. Une chaîne de livres. Il y a l'auteur tout d'abord. Il y a l'auteur. Oui, parce que c'est l'auteur. Vous n'allez pas me dire qu'on va écrire des livres avec ChatGPT parce que c'est à ce moment-là. Il y en a qui le croient. À mon avis, il y en a qui l'utilisent maintenant. Oui. Il y a l'auteur, il y a l'éditeur, il y a l'imprimeur, il y a le diffuseur, il y a le distributeur et il y a le libraire. On est tous une chaîne. Et chaque maillon de cette chaîne, il a un pourcentage dans ce livre-là. Donc, le libraire, il a 25 à 30%. L'imprimeur, il a 15% du coût du livre. L'éditeur, il a les environs 15 à 20%. L'auteur, il a 10%. En France, il a 8%. Nous, ici au Maroc, vu que j'ai 10% sur pas sur le prix public. Donc, ça revient à 7%. Fedwa, ça sera le dernier point et tu vas nous expliquer parce que les droits d'auteur, c'est un point important. On ne peut pas parler de tout, mais voilà. Exactement. Donc, voilà, donc la chaîne de livres dans l'absence de la loi. Je te donne juste un article de la loi canadienne, la loi 51, qui dit, voilà, c'était clair. La loi langue aussi, en 1981, aussi, ils le disent. Donc, dans cet article-là, il dit, voilà, que les marchés publics, les commandes publiques, etc. doivent passer obligatoirement par un libraire labellisé par le ministère. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, voilà, c'est ce qui est tout à fait normal. Vous l'avez demandé au ministre, ça, ou pas? Oui, on a fait l'enquête sur les librairies pour un projet de labellisation de librairie. Donc, nous, on demande la labellisation, c'est-à-dire la reconnaissance du ministère de la Culture par son maillon de la librairie. Ensuite, on va passer... En gros, des librairies agréées. Voilà, exactement. Vous passez par l'offre et le meilleur. Voilà, c'est ça. Alors, dernier point, parce que j'aimerais bien continuer à parler de ça, c'est extrêmement intéressant. Les droits d'auteur. Alors moi, les droits d'auteur, ça aussi, c'est un sujet dont j'ai très souvent parlé, que ce soit au niveau de la musique, souvent avec... heureusement, et ça il faut le reconnaître depuis un certain nombre d'années, la modernisation, la remise à niveau du BMDA qui avant, bon, allez, on oublie les FATMAT,
le Bureau marocain des droits d'auteur. Par contre, alors, comment ça se passe quand on est auteur d'un roman pour les droits d'auteur? Alors, merci de poser la question, parce qu'on a eu ce débat en fait 2023 avec Monsieur le ministre. Et effectivement, en fait, moi, j'ai fait en sorte de recevoir et d'interviewer pas mal d'auteurs. Et tous reviennent avec les mêmes doléances. C'est-à-dire, il y a une opacité totale sur l'état de vente. Presque aucun auteur ne reçoit d'argent, ou alors parfois ils en reçoivent la première année et après c'est fini. Et le problème, c'est que la majorité des auteurs ne veulent même pas, savent très bien qu'ils ne vont pas vivre de cet argent, donc et ils ne cherchent pas à attendre un mail ou une enveloppe. Mais ils ne cherchent pas à s'enrichir, ils veulent juste savoir comment le livre est accueilli. Est-ce que le livre est bien diffusé? Parce qu'on n'a rien du tout. Et à partir du moment où le livre est en librairie ou qu'il sort, on n'a plus rien. On n'a plus droit à une communication décente. Alors, bien sûr, il y a certains éditeurs qui continuent à garder un certain rapport respectueux à leurs auteurs et tout ça, mais c'est vraiment très rare. Et puis, comme on est complètement dépendant de l'éditeur et qu'il a accès à tout, alors que beaucoup d'éditeurs touchent justement des subventions de l'État, l'auteur, lui, qui est censé écrire, ne touche rien du tout. Donc, effectivement, il y a une opacité totale. Et quand on a interviewé M. le ministre, il nous a donné cette réponse-là, c'est-à-dire que le marché est tellement petit qu'effectivement, certains bouffent sur la part de certains. Donc, moi, je vais m'impliquer à agrandir le marché, c'est-à-dire multiplier les points de vente, multiplier l'impression, soutenir l'impression, pour agrandir la part du gâteau qui reviendrait à l'auteur. Et là, ce serait légitime de partir peut-être au tribunal pour demander. Mais en fait, si on ne met pas de garde-fou dès maintenant, même si la part de gâteau s'agrandit, eh ben, ça ne changera rien. Il y aura toujours cette opacité. Nous, ce qu'on a demandé, c'est sur, par exemple, les subventions, il y aura toujours moyen, par exemple, d'imposer qu'une part de la subvention aille directement à l'auteur, qu'il y ait, ou alors que la subvention soit sous format d'achat de livres chez le libraire, justement, et comme ça toucherait à toute la chaîne des livres, et puis que les éditeurs présentent un petit peu des états de vente et des preuves qu'ils ont tout montré, des preuves de transparence vis-à-vis de leurs auteurs, avant de toucher d'autres subventions. Comme ce qu'on a fait pour la musique, à travers tous les festivals, qui, de manière indirecte, permet à des groupes de se produire dans des festivals. Il faudrait faire la même chose pour les auteurs, avec un autre mécanisme, parce que ça n'a rien à voir. Alors, il y a quelque chose, il y a au niveau du BMDA aujourd'hui d'autres... comment ? Astuces. Oui, d'autres astuces, mais des astuces qui sont très difficiles à appliquer, puisqu'on doit être représenté déjà au niveau du bureau du BMDA avec les éditeurs et tout ça. Voilà, c'est-à-dire il nous faut un organisme qui lie éditeurs et auteurs pour toucher les droits de reprographie. Les droits de reprographie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur chaque téléphone, chaque imprimante, chaque PC, on a un petit pourcentage qui va être distribué entre l'éditeur et l'auteur. Maintenant, on ne sait pas à quel pourcentage, parce que justement, on doit se poser et s'asseoir et discuter de ça. Donc, du coup, il y a des changements peut-être qui partent de très bonnes intentions, mais qui ne sont pas faisables sur le terrain. Les mécanismes sont difficiles. Le marché est ce qu'il est et on part de très très loin. Absolument. Et puis tout ça devra être pensé, mis sur papier et faire l'objet d'une stratégie. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus claire. Bon, l'espoir fait vivre, comme d'habitude. On est encore sur un cours. Oui, on est obligé. Sinon, il faut avoir le sens de l'humour aussi. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite dans Parole d'Expert sur H24. À bientôt. Bye bye.